Bonjour à tous et bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc à l'occasion des élections législatives qui sont déjà déroulées hier chez nous en Polynésie française, je voulais vous faire un petit peu, vous montrer un petit peu ce qu'est le décor politique en Polynésie française. Parce que c'est vrai qu'en métropole, on n'a franchement aucune idée de ce qui se passe ici en politique. On sait que c'est pas un département, mais à côté de ça, on ne sait absolument pas ce qui s'y passe. Moi-même, je ne connaissais absolument pas le président du pays, le président de la Polynésie française, avant d'arriver ici. Et puis, lorsqu'on s'expatrie, c'est aussi intéressant finalement de s'intéresser à la politique, d'autant plus ici car nous sommes des électeurs. Donc il faut aussi s'intéresser pas qu'au soleil, à la plage, aux cocotiers, mais c'est aussi important en tant que citoyen de s'intéresser donc à la politique locale. Alors j'ai profité de ma petite enveloppe électorale pour vous montrer les différents partis. Alors c'est un sujet peut-être qui pourrait prêter à polémique, et en même temps j'ai aucune prétention politique, je veux juste vous planter le décor et vous montrer comment ça se passe ici. Avant de commencer, des petites anecdotes un peu folkloriques avant cette présentation, à savoir qu'avant les élections, vous avez tous les partis qui vont se promener partout en ville, sur les ponts des autoroutes, à la sortie des magasins avec leur drapeau. Leur drapeau, ici, c'est plutôt les couleurs qui représentent les partis et qui vont essayer d'inciter donc les gens à venir voter pour tel ou tel parti. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément en France avec des drapeaux, c'est vraiment une grosse manifestation, hein. Et puis vous avez également l'autre petit détail qui change vraiment de la métropole, c'est qu'on fait les élections en musique, j'allais dire. Vous arrivez au bureau de vote et vous avez le petit orchestre tahitien qui fait de la musique. C'est assez voilà, c'est folklorique, mais c'est vraiment une anecdote. Alors donc vous avez plusieurs partis ici. Alors comme en métropole, je vais vous présenter d'abord ce que j'ai reçu dans mon enveloppe. Donc d'abord ceux qui ont un programme qui est affilié aux représentants français. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai reçu l'Union populaire républicaine, donc c'est le parti de François Asselineau. Comme en France, vous avez avec la France insoumise de Mélenchon, vous avez la Polynésie insoumise. Voilà. Vous avez le Front National qui est là également, qui a fait un énorme score au présidentiel, plus de 40%. Vous avez les Verts également, donc ça, ces partis-là, je ne vais pas vous en faire une explication, puisque de toute façon, ce sont les mêmes directives qu'en métropole. Alors, là, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est les partis locaux. Les partis locaux qu'on ne connaît absolument pas lorsqu'on habite à 18 000 km. Alors je vais vous présenter d'abord une candidate. Donc ça, ce sont les candidats sur ma circonscription, bien sûr. Une candidate qui, vous allez voir donc les couleurs. Chez eux, les couleurs, c'est bleu et blanc. C'est le parti du Tavini. Vous allez voir la petite croix. Alors je pense que ici, ça a un certain avantage puisque entre 80 et 90% des gens sont pratiquants, sont religieux pratiquants. Donc je pense que ça leur bénéficie aussi. Alors ce parti, le parti bleu et blanc, c'est le parti indépendantiste. Alors le parti indépendantiste veut un État polynésien souverain. Alors il est mené par monsieur Oscar Temaru. Alors je voulais vous parler un petit peu de lui parce que c'est une grande figure de la politique polynésienne. Alors Oscar Temaru, il est actuellement le maire de la ville de Fa'a'a, là où il y a l'aéroport, et c'est un indépendantiste, un pur, un dur, donc il a créé son parti, le Tavini. À savoir que pendant quelques années, en Polynésie française, il y a eu vraiment un gros micmac, j'allais dire, un gros bouillonnement politique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements de gouvernement, des gouvernements ou des présidents qui restaient 4 mois, 6 mois, 1 an, qui changeaient. Donc pendant 9-10 ans, ça a été vraiment une folie, une folie politique complètement... Bref, on ne savait pas où on mettait les pieds. D'ailleurs, j'ai quelques amis qui me disent qu'à l'époque, ils ne savaient jamais quel président était l'actuel président, tellement il y avait du changement. Donc M. Temaru, il a été pour la première fois président en 2004, mais durant 4 mois. Ensuite, il a été président de 2005 à 2006, de 2007 à 2008, en 2009, de 2011 en 2013. En fait, en 9 ans, il a été 5 fois président.
Alors, Oscar Temorao, il était plutôt favorable à ses débuts en politique, à une scission immédiate. Retrait de tout ce qui est français, on coupe les liens, etc. Et aujourd'hui, il est plus, évidemment, il est toujours indépendantiste, mais il est plus dans quelque chose d'accompagné qui va se faire un petit peu sur quelques années pour pouvoir devenir indépendant. Les chefs de partis politiques ont beaucoup d'influence sur leurs militants aujourd'hui, à tel point que... Alors, Oscar Temorao s'est présenté pour l'élection présidentielle de 2017. Il n'a pas eu toutes les signatures. Donc un indépendantiste qui veut être président de la France, alors c'est toujours un petit peu étrange. Il y a souvent beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi il faisait ça. Il voulait se présenter donc au présidentiel tout en étant indépendantiste. Il y a des fois des choses qui s'opposent un petit peu. Et ce qui est assez... anecdotique d'ailleurs, c'est que M. Temorao est un ancien douanier. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il reçoit, en plus de son salaire de maire, une retraite, donc une retraite de métropole qui est bien sûr indexée pour lui. Donc il veut bien être indépendantiste, maintenant il veut bien garder sa retraite aussi. Alors ça c'est un petit peu ce qui est assez bizarre dans cette façon de fonctionner. Donc voilà, donc on a déjà ce premier parti qui demande donc une indépendance progressive, mais qui veut vraiment être maître de son pays et avancer comme ça. Alors ensuite, dans mon enveloppe, alors j'ai peur d'écorcher son nom, alors je vais vous le montrer. Hop, je vais montrer ça. Alors ça c'est une candidate qui est sans parti, qui n'a aucun parti et qui voudrait protéger les ressources de la Polynésie, que ce soit les ressources du culturel, patrimoine, la langue, etc. J'ai pas l'impression que ce soit indépendantiste, mais en tout cas vers une autonomie et pour faire progresser l'économie de la Polynésie. Alors je voulais vous parler du prochain candidat que je vais vous montrer. Donc il s'agit d'Yves Conroy. Alors Yves Conroy, c'est un candidat qui est libre aussi. Je ne sais pas si il n'y a pas de nom de parti en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu son affiche. Donc ce sont les jaunes. Alors Yves Conroy, il mise tout son programme sur le nucléaire. Alors pourquoi le nucléaire? Alors je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous en souvenez. Il y a des essais nucléaires qui ont été faits entre 1966 et 1996 dans les hôtels de Mururoa, alors c'est celui qui est le plus connu, et de Fangataufa. Et évidemment, ces essais nucléaires ont eu des impacts sur la population, même si ces atolls étaient déserts, mais en tout cas les îles qui sont restées de côté. Il y a eu 193 essais nucléaires là-bas. Et donc aujourd'hui, voilà, alors c'est peut-être le candidat le plus, je sais même pas comment dire, le plus tape dedans, je vais dire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu sa fiche, son programme. Alors il explique: pour notre dignité, pour faire savoir à la France que le Maui est un être humain, pour faire payer la France. Donc c'est clair, net et c'est sans ambiguïté, hein. Il a même rajouté un petit encart à l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez. La France doit-elle prendre à sa charge l'assistance, la réparation, l'indemnisation des victimes polynésiennes de ces essais nucléaires, avec une petite case à cocher, oui ou non? Alors effectivement, c'est quelque chose de grave évidemment. Je vais pas nier ça évidemment. Le centre d'expérimentation du Pacifique donc, est resté 30 ans sur place. Il n'y a pas eu 30 ans d'essais nucléaires, hein. Il y a eu 193 essais. Et puis, alors, ce candidat veut, je vais vous lire carrément ce qu'il veut demander, hein. Il veut que l'État prenne sa responsabilité pour homicide volontaire par empoisonnement. Il veut également que l'État français donne une genre d'allocation pour ces victimes qui serait de 20 milliards de francs par mois. Alors 20 milliards de francs par mois, c'est quoi? C'est 170 millions d'euros par mois. Donc pour la France, et il voudrait que cette dotation soit sur une période équivalente à l'occupation de l'atoll de Mururoa, soit 30 ans, donc entre 66 et 96.
Donc voilà, c'est ce que ce monsieur propose dans son programme. Alors c'est vrai qu'il ne joue que là-dessus, il nous parle de la loi Morin. Donc la loi Morin, elle a été votée le 5 janvier 2010. La loi Morin, elle reconnaît les victimes des différents essais nucléaires, alors que ce soit sur Mururoa ou au Sahara, je crois. Et donc voilà, il mise tout son programme là-dessus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de remous par rapport à ça. Il y a l'association 193, donc qui correspond à ces 193 essais nucléaires, qui est très active et qui voudrait donc demander, donc sûrement avec cette personne, ce monsieur, que non seulement les victimes mais également les ayants droit, donc les descendants, puissent percevoir quelque chose en indemnité de la part de la France. Donc ils sont vraiment très actifs et essayent de faire quelque chose en ce sens-là. Alors ensuite, je voulais vous parler des deux grands partis. C'est, je vais dire, les partis principaux, les grands partis en fait de la Polynésie. Alors je vais commencer par le Tawera. Le Tawera, c'est les Oranges. J'ai leur programme ici. Alors les Oranges, ils ont une histoire longue et célèbre dans la Polynésie. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça en vous parlant de Gaston Floss. Alors Gaston Floss, ça a été, donc le fondateur de ce parti, ça a été le premier président de la Polynésie française. Alors c'est vraiment quelque chose à rebondissement parce que Gaston Floss, c'est vraiment un personnage. Donc en fait, si on peut le définir peut-être, donc c'est l'acteur politique qui était le plus condamné dans la Ve République. Alors je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Donc ça a été le premier président, donc entre 84 et 87. Donc c'est vraiment un homme qui est très proche, qui était très proche de Jacques Chirac, qui avait des relations privilégiées avec lui et qui de ce fait a bien réussi à financer en fait le financement du territoire et puis l'évolution de son statut. Il avait signé avec Jacques Chirac la reprise des essais nucléaires en 95, ça n'a pas duré longtemps puisque ça s'est arrêté en 1996, donc dans le Pacifique. Et lui, il prône un statut d'autonomie élargi. Il était également président de 1991 à 2004. Et puis, lors de la réélection de Chirac, il y avait eu 840 millions d'euros budgétés pour financer le développement de la Polynésie française. Alors aujourd'hui, il est inéligible parce qu'il y a eu beaucoup de condamnations. Et du coup, en 2014, il a voulu faire élire. En fait, il a mis en place, c'est pas lui qui vote évidemment, mais il a proposé pour la présidence, donc Edouard Fritsch, qui est le président actuel, qui faisait partie de son parti, et je pense qu'aujourd'hui, il doit sûrement regretter, puisqu'aujourd'hui, Edouard Fritsch s'est complètement dissocié de ce parti et a fondé son propre parti, dont on parlera tout à l'heure. Un petit peu sur Gaston Floss encore, parce que c'est vraiment un personnage, je ne sais pas comment le définir, hétéroclite. Il y a eu beaucoup de choses le concernant. Je voulais d'ailleurs vous parler d'un livre qui est sorti, qui a été écrit par 2 journalistes sur Gaston Floss, qui s'appelle « L'homme qui voulut être roi ». Je pense que déjà le titre dit beaucoup de choses. Je vais juste vous en lire à l'arrière de la jaquette le premier paragraphe. Ce furent de folles années, au parfum de sexe, de sang et d'argent. De 91 à 2004, le sénateur Gaston Floss s'est comporté tel un monarque absolu, régnant sans partage sur un immense territoire, la Polynésie française, protégé par son ami, son frère, Jacques Chirac. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous conseille d'aller faire un tour si vous vous intéressez un petit peu et à la Polynésie et à la politique éventuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose à lire et de très intéressant. Alors je dis qu'il y a eu beaucoup de condamnations contre Gaston Floss, beaucoup de condamnations pour détournement de fonds, plusieurs affaires. Aujourd'hui encore, il y a encore des affaires qui sont en cours, même si depuis 2014 il est inéligible, jusqu'à 2017 il est encore inéligible. Ça ne l'empêche pas de diriger son parti. Diriger son parti, je le disais tout à l'heure avec Oscar Temaru, les militants écoutent beaucoup ce que leur demande leur chef de parti. Alors après avoir été très ami avec Chirac, il a essayé de s'associer avec Monsieur Fillon, donc pour les élections présidentielles,
Monsieur Fillon qui a a priori refusé. Donc Monsieur Floss s'est associé avec Marine Le Pen au Front National. Donc ici c'est vraiment pas une question de conviction politique forcément, parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a aussi que en échange de ce soutien, il avait demandé la grâce présidentielle pour ses affaires en cours auprès de Marine Le Pen. Donc j'imagine qu'il va essayer de faire la même demande auprès de Monsieur Macron, à suivre évidemment si ça va fonctionner ou pas. Alors dans ce passé un petit peu tumultueux, Gaston Floss pendant quelques années a créé une milice sur place. Donc ça s'appelait le groupement d'intervention de la Polynésie. Donc il y avait plus de 100 personnes qui travaillaient dans cette milice et étant en lien avec l'État français, c'était évidemment interdit, il a été condamné pour ça. Il avait également un service de renseignement. Ça a été quand même assez loin et voilà, le mot milice déjà dit tout ce que ça veut dire. Il essayait d'avoir vraiment le pouvoir absolu sur son territoire, mais c'était connu finalement de la France. Alors nous en France on n'en avait aucune idée, mais évidemment avec ses liens étroits avec la France c'était bien sûr connu. Donc diverses condamnations pour les détournements de fonds qui sont encore en cours depuis 2004. Et puis voilà, donc il est beaucoup condamné. Le problème aujourd'hui, c'est que même si la Polynésie est régie par les lois françaises, beaucoup de lois sont adaptées à la polynésienne. Il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas forcément au pays, donc les lois sont adaptées, modifiées. Du fait de ces adaptations incessantes, il existe beaucoup de vides juridiques. Et donc c'est pour ça que Gaston Floss est rarement condamné dans ces affaires qui sont multiples et nombreuses, qui sont chaque semaine aux informations. Parce qu'il y a beaucoup de vides juridiques du coup du fait de ces adaptations. Donc il passe souvent, il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas jugées du coup et qui restent comme ça sans solution. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours un peu déçus et étonnés que certains hommes politiques comme ça passent à travers ces histoires-là, alors que le moindre petite chose ici de n'importe qui nous ferait aller en prison. Là, c'est pas forcément le cas. On a eu d'ailleurs une anecdote assez risible sur la fameuse vaisselle de la présidence. Donc en partant de son poste, Monsieur Floss aurait pris la vaisselle présidentielle. Et donc aurait été en jugement pour ça, et à l'heure d'aujourd'hui on sait qu'il peut garder la vaisselle présidentielle. Donc ça c'est une petite anecdote un peu rigolote, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins drôles. Donc des affaires sur des détournements, des emplois fictifs. Alors évidemment vous allez me dire qu'en métropole on entend parler aussi. On entend parler d'emplois fictifs, il y en a une récemment, je vais pas la citer, je vais pas les citer parce qu'il y a eu plusieurs affaires avant les présidentielles. Pardon. Mais ici, c'est assez un sport national. Donc c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de moralisation de la vie politique française que Macron voudrait mettre en place, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup de difficultés à trouver un personnage politique qui n'ait pas de condamnation. Ça serait vraiment très difficile. Donc là on parle de Gaston Floss, mais c'est valable pour d'autres personnages politiques également. Ce serait vraiment très difficile à mettre en place dans cette génération-là en tout cas, où il y a beaucoup de corruption, de détournement de fonds, d'emplois fictifs, etc., etc. Et donc je voulais en venir aussi à ce qu'a mis en place donc Gaston Floss durant ses années de présidence, c'est que tout ce qui était sur les emplois et sur les salaires en tout cas, sur les salaires à la fois des fonctionnaires, à la fois des salariés de l'État, c'est qu'il a basé sa grille de salaire sur les indexations des fonctionnaires ou des militaires ou des fonctionnaires arrivant ici sur place en Polynésie. Ça fait que ces personnes-là qui sont dans des administrations ont un salaire énorme par rapport aux personnes qui pourraient travailler dans le privé. Donc l'écart est consternant. Et puis la façon de faire, la façon d'embaucher justement ces gens qui sont dans l'administration, toujours un peu dans la corruption. Donc c'est pas forcément des personnes, pas tous hein, évidemment, mais il y a des personnes qui sont pas forcément compétentes, mais qui ont été placées là et qui ont gagné un salaire énorme alors qu'ils n'ont pas ils ont la même compétence que quelqu'un qui gagne rien du tout. Enfin voilà, je pense que vous avez compris un petit peu comment ça s'est passé. J'ai une autre petite anecdote assez évocatrice.
durant la présidence de Monsieur Floss. Alors je vous présente déjà le drapeau polynésien si vous ne le connaissez pas. Moi je ne le connaissais pas du tout. Donc vous voyez donc la pirogue traditionnelle au milieu, vous avez les 5 petites étoiles, les petites croix qui représentent les 5 archipels. Donc vous avez l'eau qui représente donc la richesse de la mer, etc. Et puis mon anecdote concerne le soleil qui est ici. Donc il y a 10 rayons de soleil qui étaient jaunes et qui, une fois que Monsieur Floss est passé par là, sont devenus officiellement, le mien est un peu jaune quand même, hein, ça doit être un vieux drapeau, qui est passé officiellement à la couleur orange. Donc la couleur orange, c'est la couleur du parti politique de Gaston Floss. Donc il a réussi à faire changer carrément le drapeau du pays. Alors voilà, ça c'était pour le Tawera, donc ce parti qui se présente. Et puis je vais vous parler maintenant du dernier grand parti qui s'appelle le Tapura, donc qui est le parti du président Fritsch, le président actuel. Il faut savoir que le président Fritsch faisait partie du parti de Gaston Floss à une époque, et étant inéligible, Gaston Floss a poussé un peu son poulain à se présenter pour les présidentielles, donc il a été élu. Je pense qu'aujourd'hui c'est une guerre froide entre les deux personnes, puisque M. Fritsch s'est complètement dissocié de ce parti pour créer le parti du Tapura, donc son propre parti. Ils sont aujourd'hui plutôt concurrents qu'amis. Ce parti politique, lui, il veut rester dans l'autonomie, donc essayer d'élargir son autonomie pour pouvoir faire avancer la Polynésie dans un partenariat entre la France et la Polynésie. Ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui, alors savoir aussi quelles sont à l'heure d'aujourd'hui les compétences de l'État et du pays. Donc l'État c'est la France, le pays c'est la Polynésie. Alors l'État, il est compétent, alors il est représenté par le haut-commissaire. Le haut-commissaire c'est une sorte de super-préfet, donc un préfet avec des pouvoirs un peu élargis. Donc l'État est compétent en termes de nationalité, le droit électoral, le mariage, le divorce, la filiation, toutes les choses comme ça. Est compétent sur tout ce qui est politique étrangère, par exemple l'entrée et la sortie d'étrangers sur le territoire. Compétent dans la défense, donc la sécurité, l'ordre public, la monnaie également, les marchés financiers, la police et la sécurité maritime. Aussi compétente au niveau des communes, la fonction publique communale, les salariés communaux, la fonction publique civile et la fonction militaire. Également sur l'université, l'enseignement universitaire, donc les diplômes, la recherche, mais également l'éducation, les diplômes, les programmes d'éducation nationale sont ici les mêmes qu'en métropole. Pour le pays, lui, il a un rôle et une compétence de représentation, donc il peut être représenté auprès de n'importe quel autre État. Il a une compétence pour les mesures pour l'accès aux emplois salariés, donc tout dépend, c'est lui qui décide depuis combien de temps vous vivez en Polynésie pour pouvoir accéder à un emploi salarié, ça dépendant du pays. Qu'est-ce qui est dépendant? Le foncier est également dépendant du pays. Le pays peut faire de la création d'établissements publics, peut également créer des autorités administratives indépendantes à la France. Et puis, alors sinon, c'est bien sûr le pays qui s'occupe de l'organisation des calendriers scolaires, les vacances, etc. Vous savez très bien, on en a déjà vu que c'est pas la même chose qu'en métropole. Donc, en ce moment, alors comme partout et également aussi en France, on voit qu'il y a une grogne un peu nationale, internationale, qu'il y a une grogne également ici, parce que c'est vrai qu'il y a un gros pourcentage, un peu moins de 40% a priori des gens qui seraient pour l'indépendance. Alors l'indépendance, du coup, ça pose un peu un souci, ça pose des remous dans la politique locale et chez les gens, parce que voilà, certains voudraient élargir un peu l'autonomie, certains voudraient être indépendants, on entend même certains qui souhaiteraient éventuellement être un département avec tous ses avantages. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir aussi des liens entre la France et la Polynésie, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une dotation globale d'autonomie qui est versée à la Polynésie française.
Elle était à l'époque d'1 milliard, sous Chirac, on appelait ça la dotation 1 milliard. Et elle perdait de plus en plus 1 million d'euros, 2 millions d'euros, etc. Par an. Et là, en 2016, le président Hollande, en passant ici, a sanctuarisé donc cette aide. Et elle est de 90 millions d'euros par an. Et c'est une dotation pour que le pays puisse acquérir vraiment son autonomie pour le développement, etc., pour l'économie. Et donc, voilà, sa dotation globale, elle reste là. Il ne faut pas oublier donc, vu que l'État est compétent en matière de fonctionnariat, les militaires, etc. Les militaires, les fonctionnaires, les salariés des communes, les CAE, toutes les choses comme ça. Et donc sont payés par l'État français et donc sont payés par le contribuable français aussi. Ça on le sait très peu quand on est en France, on n'en a vraiment aucune idée. La Tahiti et les îles de Polynésie française étant tellement loin qu'on n'en a vraiment aucune idée. Et donc aujourd'hui, voilà, là, il y a beaucoup de personnes qui voudraient être indépendantes, une large, je ne sais pas si c'est une large majorité, mais c'est beaucoup de personnes qui voudraient être indépendants. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que quelles sont les richesses de la Polynésie? Alors il y a 50% de l'économie qui est le tourisme, et donc le tourisme de luxe comme on le connaît, ou le tourisme dans toutes ses formes. Il y a 30 à 35% qui sont des dotations de l'État français. Et puis il y a une petite partie qui est sur les entreprises qui apportent de la richesse au pays à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant voilà, il faut peut-être se poser la question de comment avoir un futur qui soit viable pour les Polynésiens en cas d'indépendance. Il faudrait éventuellement, alors c'est vrai que par exemple en Nouvelle-Calédonie, en 2018 normalement, il va y avoir un référendum pour demander à la population si elle a envie de rester française ou si elle veut vraiment prendre son indépendance. Et pour l'instant, il n'y a pas ça qui est proposé pour la Polynésie. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on fasse ça, et il faudrait un référendum, parce que même s'il y a une population qui veut l'indépendance, il y a toujours une autre partie qui veut bien rester autonome et qui voudrait, ou alors éventuellement, devenir un département. Donc il faudrait peut-être faire un référendum ici. Alors ici pour les Polynésiens, mais ce qui serait aussi intéressant, c'est aussi informer la France et les Français qui payent leurs impôts sur le revenu, et dont une partie part en Polynésie, il faut quand même en être conscient. Est-ce que la Polynésie veut être indépendante? Est-ce qu'elle veut rester comme ça en statut d'autonomie? Est-ce que les Français veulent encore de la Polynésie? C'est un choix, j'imagine, géopolitique, géostratégique, je ne sais pas trop exactement le mot employé, que la Polynésie reste française. Ce qu'il y a aussi avec l'indépendance, c'est qu'il y a toujours une idée de colonisation. Alors c'est vrai que les Français sont arrivés, alors ça a déjà commencé il y a très 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 longtemps avec la reine Pomaré, sont arrivés avec leurs habitudes, avec leur culture, ont voulu imposer ça, et notamment on le voit également avec la religion qui est venue, la religion catholique d'abord et puis d'autres religions ensuite, mais comme ont pu le faire les colons en Amérique du Sud, en Afrique, et le font encore aujourd'hui. Et c'est vrai que cette idée de colonisation, il y a beaucoup de Polynésiens qui se sentent encore colonisés. Et du coup, ça crée un malaise, et peut-être aussi des tensions, et parfois du racisme dans le même sens, hein, parce que les Français viennent ici pour voler le travail, hein. C'est clair et net, c'est clairement dit par certains. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu difficile. Voilà pourquoi peut-être qu'un référendum remettrait les choses à plat et puis ferait avancer les choses et peut-être apaiserait les tensions. Parce qu'ici on a beaucoup on parlait de politique depuis le début, il y a beaucoup de propagande et beaucoup de désinformation des partis qui vont dire que la France, c'est le terme hein, qui est employé, la France se gave de l'argent des Polynésiens. Après il faut faire attention à ce qui est dit. On a l'impression qu'on n'a pas accès à tous les médias, alors qu'il suffit de chercher un petit peu, de voir exactement. Tout est clair et tout est transparent, en tout cas au niveau de la France, en tout cas pour les dotations, etc.
Voilà, après, c'est la politique locale qui est très différente. Très différente aussi dans le sens où ce n'est pas une exception qu'une personne change régulièrement de parti politique. Alors on n'a pas les mêmes enjeux politiques effectivement parce que c'est petit, mais on n'est pas... Je sais pas comment expliquer ça, on n'est pas dans une politique forcément d'idées, on va être dans une politique... T'as pas voulu que je mette au point ma loi ou mon décret sur quelque chose, et ben moi, je vais changer de parti politique, ou alors moi, je vais pas voter pour ton truc, même si l'idée peut paraître intéressante. On est plus dans ce fonctionnement politique-là qui est un petit peu difficile à comprendre en tant que métropolitain. Voilà, c'est un peu une guerre des personnes et pas des partis. Donc voilà, c'est vraiment pas surprenant qu'une personne passe d'un parti à l'autre avec des idées complètement différentes, tout autant que c'était pas surprenant que le parti Orange de Gaston Flosse se ligue au Front National après être passé par Chirac, après être passé par Fillon, après être passé, je sais pas encore. Voilà, c'est assez spécial et c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça n'a aucun rapport avec la politique française. Et après, je comprends très bien qu'au moment des élections présidentielles, il y a beaucoup d'abstention et qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe en France parce que c'est complètement différent. Donc voilà, c'était vous faire un petit paysage politique global. J'espère n'avoir pas trop dit de bêtises. Je vous ai présenté un peu les personnages principaux qui ont marqué la Polynésie. Donc Oscar Temaru, l'indépendantiste, Gaston Flosse, l'ami de Chirac, si on peut le résumer comme ça. Donc voilà, je trouvais ça important, donc je vous l'ai dit, de s'intéresser à la vie politique aussi, locale, puisqu'on s'expatrie, on n'est pas un popa, un métropolitain fermé à tout ça. Il faut, voilà, c'est ça aussi, je pense, s'intégrer. J'espère avoir été claire, j'espère avoir pas dit trop de bêtises, parce qu'évidemment, je vous donne ça de mon point de vue, hein, évidemment. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé plus de ce qui se passe ici en Polynésie. Donc, en définitive, là, le premier tour est passé pour les législatives, et donc à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les partis d'Edouard Fritsch et de Gaston Flosse, le Tawera et le Tapura qui sont en lice pour le deuxième tour, et qui sont les principaux partis à l'heure d'aujourd'hui au résultat du premier tour. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Nana!